engagement. Merci. En direct et en public, vous le voyez ici sur la scène Feu de Camp à BPI France Innovation, cette 9e édition de Big. On est ensemble sur les réseaux sociaux aujourd'hui et en public ici avec Justine Hutto, bonjour. Cofondatrice et CEO de Respire, et puis avec Hortense Aran, bonjour. Vous êtes cofondatrice de WeTrade Local. Déjà bienvenue sur ce plateau. Justine, quelques mots pour présenter ta marque Respire qu'on connaît, mais que de chemin parcouru depuis 2018 ? En effet, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Respire, c'est une marque de soins naturels haute performance que j'ai fondée en 2019. En fait, en 2018. 2018, c'était le crowdfunding qu'on avait lancé et 2019, c'était le lancement officiel. Et en 4 ans, c'est une équipe de 30 personnes, plus de 8 millions de produits vendus, distribués dans 3000 points de vente, dont 1500 pharmacies, et une grosse accélération sur la pharma pour les années à venir, et plus de 30 produits lancés. Donc, une belle croissance déjà en 4 ans, mais ce n'est que le début. Et on va en parler un peu plus en détail après. Hortense, cofondatrice de WeTrade Local, est-ce que tu peux nous présenter la plateforme ? Ouais, WeTrade Local, c'est une solution digitale au service du commerce de demain, d'un commerce plus responsable. Donc en fait, c'est une suite digitale qui permet de recréer le lien entre des producteurs agricoles locaux et des distributeurs locaux pour faire passer à l'échelle cette fameuse question des circuits courts et pouvoir permettre l'essor de la distribution de produits locaux qui aujourd'hui représente au mieux 10% dans le commerce français. Et alors comment vous faites concrètement ? Comment on fait ? C'est quoi le secret ? Le secret, il réside essentiellement dans la gestion de la data, en fait, qui permet de consolider tout simplement des volumes en amont. Donc, c'est un logiciel d'achat, en fait, qui permet du coup de connecter, comme j'ai dit, des acheteurs locaux. Donc, en l'occurrence, on a commencé sur la filière de la fleur, avec une marque qui s'appelle Fleur d'ici, qui est la première marque de fleurs locales et de saison, donc qui propose des fleurs 100% françaises, dans un marché où 85% des fleurs sont importées. Donc, on a recréé du lien commercial, financier et logistique à une échelle locale. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un fleuriste à Mont-de-Marsan, qui jusqu'à ce que nous on arrive, la seule façon qu'il avait de se fournir, c'était de faire appel à un grossiste hollandais qui lui livrait des fleurs qui viennent du Kenya ou d'Éthiopie. Là, il peut enfin acheter des fleurs locales qui ont poussé à 10 km de chez lui. Ça paraît très simple, mais ça n'existait pas. Et ce problème, malheureusement, il n'est pas limité au secteur de la fleur. Il concerne tous les produits agricoles qui sont aujourd'hui très très mal distribués à l'échelle du territoire. Justine, tu t'es lancée dans un secteur où il y a déjà beaucoup de grandes marques qui étaient présentes. Ton engagement est arrivé aussi par une histoire personnelle. Comment on passe finalement d'un engagement, d'une volonté de faire bouger les choses, à une entreprise ? Waouh, vaste question. On a du temps. J'ai 1 heure. Non, j'ai été, en fait, alors il y avait déjà plein de déodorants sur le marché quand j'ai voulu lancer mon déodorant naturel. Donc tu le disais, ça vient d'une histoire personnelle. Quand j'ai eu un pépin de santé qui m'a fait prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi, de faire attention aux produits qu'on utilise sur son corps au quotidien. Et les déodorants faisaient partie de ces produits qu'on utilise tous, qui est un peu tabou. On n'en parle pas tant que ça en fait au quotidien. Valérian, tu dis pas quel déodorant spécialement tu utilises. Et pourtant on pourrait te poser la question. J'espère que tu utilises Respire. Oui. Oh. Et en fait, c'était un produit un peu tabou et pour autant, on l'applique tous les jours sur une zone de la peau qui est très sensible. Et donc pour ça, je suis allée questionner les consommateurs, leur demander quels produits ils utilisaient et est-ce que même ils savaient ce qu'il y avait dedans. Et donc, quand on s'est lancé, déjà il a fallu trouver des laboratoires, des docteurs en pharmacie pour nous aider à créer la formule qui serait naturelle, sans ingrédients controversés, mais surtout très efficace. Parce que vraiment, la mission de Respire, c'est d'être capable d'offrir des produits qui sont naturels, clean, mais surtout très efficaces, parce que les consommateurs n'ont pas du tout envie de faire des concessions sur la sensorialité, sur l'efficacité, sur la qualité des produits. Et pour ça, il a fallu faire beaucoup de pédagogie. Et donc, l'engagement, on l'a au travers de l'offre de formules clean, mais surtout d'avoir des produits, on a à la fois du solide, donc zéro déchet, on accompagne les consommateurs à passer au solide, mais on sait que tout le monde n'est pas prêt non plus à passer au solide, donc on a à la fois du liquide, recyclé, recyclable, rechargeable, mais la pédagogie, elle vient surtout de nous en tant que marque, en fait, pour accompagner les consommateurs et les convaincre de passer à ces produits-là. Mais nous, j'ai envie de dire, en tant que marque, on fait que la moitié du chemin dans l'engagement, parce que nous, on propose ces produits-là, on essaye de les convaincre un maximum, mais ensuite, c'est les consommateurs qui font l'autre moitié et qui sont OK de se dire, j'arrête d'utiliser tous les produits industriels que j'utilisais avant et qui sont bourrés de produits dont j'en ai même aucune idée. Et je vais faire le pas d'aller vers des marques plus locales, plus engagées. Et donc, c'est pour ça que je suis aussi là aujourd'hui et tous les jours à parler sur les réseaux sociaux pour
pour convaincre les consommateurs et les embarquer dans cette aventure. Et ils sont de plus en plus convaincus, les consommateurs. Il y a un grand changement quand même depuis quelques années, aussi bien pour Respire que globalement, non ? On sent un grand changement, notamment nous, quand on s'est lancé. Yuka était encore uniquement sur l'alimentaire. Et 1 an après notre lancement Respire, Yuka est passé sur la cosmétique. Donc on sent qu'il y a eu une vraie prise de conscience de se dire, en fait, aujourd'hui, il faut que je fasse gaffe à ce que j'utilise. Je veux mieux comprendre les produits que j'utilise. Et puis, le Covid est arrivé moins d'1 an après le lancement de Respire. On peut se dire que c'était une catastrophe quand c'est arrivé. Moi, je me suis dit, mon Dieu, mais comment on va faire en tant que jeune boîte pour tenir ? Et en fin de compte, le Covid, ça a aussi apporté pas mal de prise de conscience auprès de beaucoup de consommateurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitudes de consommation qui ont changé. Et je vais pas dire merci le Covid parce que ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de monde. Mais sincèrement, il y a eu un pas en avant qui s'est fait beaucoup plus vite que s'il n'y avait pas eu cette pandémie. Hortense, comment finalement on peut repenser les fondamentaux de la grande distribution ? Et j'imagine que c'est un sujet, là il y avait le sujet de la qualité du produit et est-ce que ça fonctionne ou pas ? Là, il y a aussi un sujet d'argent, de finance. Comment on fait pour repenser un peu ce système et être local ? Alors, l'avantage de faire du local, c'est que déjà, nous, on désintermédie toute cette filière. Donc déjà, il y a moins d'intermédiaires, donc c'est plus performant économiquement. Et puis, nous, on va chercher de la performance économique dans la performance écologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réduisant la distance qu'il y a entre le champ et l'assiette, forcément, moins de dépenses de transport. Au prix où est l'énergie aujourd'hui, ça a quand même un impact non négligeable. Et puis, on économise aussi sur toute la partie optimisation de la chaîne. C'est-à-dire qu'avant, il faut savoir qu'un producteur, il peut jeter jusqu'à 50% de sa production sur du produit frais, par manque d'optimisation de sa distribution. Donc nous, comme on arrive à faire du prédictif, on arrive tout simplement à ne faire cueillir que ce qui est déjà préacheté. Et donc, évidemment, on récupère tout un tas de... Voilà, il y a des poches en fait d'optimisation qui sont dans ces leviers-là. Et quand vous présentez votre offre, est-ce qu'il faut encore beaucoup convaincre ou c'est simplement... comment ça se passe ? Alors, nous, on a la chance d'être portés par un contexte réglementaire. Il y a aujourd'hui des lois qui vont dans le sens d'une amélioration et d'un sourcing plus local. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, dans les cantines, dans la restauration scolaire, 60% des approvisionnements doivent être garantis durables. Donc, ça veut dire bio, filière type bleu blanc cœur, etc., filière qualité, ou local. Sauf qu'aujourd'hui, le local, il est très très mal servi parce que précisément, c'est avant tout une question de logistique et la logistique, jusqu'à présent, elle a été assez peu adressée par des acteurs du digital. Et donc, c'est en mettant du digital au cœur de cette machinerie-là que nous, on arrive à faire refonctionner finalement des choses qui existaient jusque dans les années 50. La place du village, l'offre, la demande locale, elles se rencontraient très bien. Mais depuis, effectivement, la grande distribution, la mondialisation sont passées par là et ont standardisé, anonymiser, centraliser tout un tas de chaînes de production, alors que nous, on pense qu'un modèle plus fragmenté est possible aujourd'hui, comme il existait avant, mais avec toute la force et toute la puissance qu'apporte le digital. En préambule de cette séquence, j'ai dit qu'on allait parler d'engagement et d'entrepreneuriat. Est-ce que c'est plus simple d'être engagé dans un projet pour une levée de fonds, par exemple ? Est-ce que c'est plus simple ou pas ? Aujourd'hui, je ne vais même pas dire que c'est plus simple, je vais dire que c'est un must-have, c'est plus du tout un nice-to-have. Aujourd'hui, les fonds d'investissement, les investisseurs à qui on parle, ils demandent toujours mais c'est quoi en fait votre engagement ? Et je pense même qu'ils ne vont pas être prêts à aller investir dans un projet. Enfin, je le sens vraiment avec les investisseurs à qui j'ai pu parler depuis 4 ans. Ils ne sont pas prêts à aller dans des projets comme ça et j'en suis hyper fière et hyper heureuse parce que ça veut dire que le monde bouge, que la société va de l'avant et on fait partie d'une génération, enfin sincèrement ma génération, tous les projets entrepreneuriat que je vois autour de moi, c'est des projets qui sont engagés, qui font un pas pour l'environnement, pour le social, pour la santé. Et ça fait du bien d'entendre ça. Donc merci aux investisseurs aussi de regarder ça de très près. Et je vois, nous, on s'est lancé dans un bilan carbone et c'est grâce aux investisseurs. Ils nous ont dit, mais en fait, on sait que Respire, vous faites des choses bien, mais on a aussi envie de voir jusqu'où vous allez, c'est quoi les données et qu'est-ce que vous pouvez mieux faire encore au quotidien. Donc je suis en train de finaliser le bilan carbone et ça nous apprend énormément. Donc merci à la BPI d'ailleurs, parce que c'est Diag Décarbonation qu'on a fait grâce à la BPI. Donc c'est très chouette. Je rebondis effectivement. Aujourd'hui, c'est plus du tout une option. Enfin, nous, on a la chance effectivement d'avoir au capital des investisseurs qui ne le font pas pour verdir leur image, mais qui pensent que en fait, les entreprises qui ne mettent pas au cœur de leur proposition de valeur la transition, la performance écologique, environnementale, sociale, ce ne sera pas des champions économiques de demain. Donc c'est pas pour faire joli. C'est que en fait, c'est de l'argent bien placé, c'est de l'argent bien investi aujourd'hui d'investir dans des entreprises qui effectivement ont à cœur
d'œuvrer à cette transition. Ça, je pense qu'il n'y a pas de question là-dessus. Et c'est peut-être aussi un sujet marque employeur et recrutement. J'imagine que c'est simplifié. Le recrutement est plus simple. Il y a plus de CV qui arrivent. Peut-être quand on est Fleur d'ici ou Respire, peut-être une autre société qui met moins en avant son engagement ou ses valeurs. C'est plus simple le recrutement. Est-ce que tu sens aussi que là-dessus, évidemment, avec l'engagement que vous portez avec Respire, on veut venir travailler avec toi? Alors, en effet, on reçoit des candidatures spontanées quasiment tous les jours et ça fait beaucoup de bien. J'ai d'ailleurs Eugénie qui est ici dans la salle et qui a fait 2 candidatures spontanées qui étaient vraiment très travaillées pour pouvoir rejoindre l'aventure Respire. Donc merci encore à elle et à toutes les personnes qui se donnent du mal aussi au quotidien pour essayer de rejoindre des boîtes qui pour eux font du sens. Je pense que l'engagement leur parle, mais ensuite c'est vraiment la marque employeur aussi. Ils ont envie de rejoindre une marque dynamique, une boîte qui change les choses et aussi une jeune start-up, c'est tout le temps en mouvance, il y a beaucoup d'agilité et c'est sûr qu'on doit tous être un petit peu couteau suisse à notre manière et un petit peu entrepreneur quand on bosse dans une boîte comme la nôtre. Mais en effet, j'ai vu beaucoup de monde en entretien qui me disait, moi, c'est hyper important de travailler quelque part dans une entreprise qui fait hyper attention à l'environnement, qui va avoir moins de déchets. Et donc, on met en place beaucoup de choses aussi dans l'entreprise que les salariés mettent eux-mêmes en place parce que ça leur tient à cœur. Et ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait penser que cette tendance, c'est surtout pour les générations X, Y, Z. Et en fait, nous, on voit que nous, on a recruté aussi des seniors, donc des gens qui ont plus que 50 ans, qui aussi quelque part en fin de carrière ont envie de donner peut-être plus de sens et qui mettent justement tout leur savoir-faire, tout ce qu'ils ont acquis au service d'entreprises peut-être un peu moins vertueuses, mais qui ont envie de mettre leur savoir-faire au service de ce à quoi on œuvre tous, c'est-à-dire le fait de pouvoir laisser une planète fonctionnelle pour les générations à venir. Et j'imagine que quand on transforme le marché en même temps qu'on l'adresse, parlons de ça, c'est plus lent, c'est plus dur aussi? C'est sûr qu'en revanche, et c'est là où les investisseurs ont leur rôle à jouer, on ne peut pas être jugé sur les mêmes critères que des entreprises qui vont adresser un marché qui est déjà mature, qui fonctionne, où il n'y a plus rien à défricher, etc. C'est certain que nous, les courbes de croissance, elles ne ressemblent pas exactement aux courbes de croissance qui existent sur un marché effectivement déjà établi. Donc c'est là où c'est bien d'avoir des investisseurs qui sont à la fois exigeants, sur la bonne gestion de l'argent, en particulier de l'argent public, puisqu'on est ici à la BPI. Et ça me tient à cœur ce sujet, effectivement, de comment on est responsable vis-à-vis de la puissance publique quand elle nous fait l'honneur de nous confier de l'argent. Mais aussi, effectivement, ça ne peut pas être exactement les mêmes critères qui sont retenus, donc exigeants et patients. Justine, c'est quoi le plus difficile quand on essaye de bousculer un marché? Je dirais que le plus difficile, c'est d'aller embarquer les consommateurs parce qu'on essaye de changer les habitudes du quotidien. Donc il faut avoir les bons messages, il faut avoir les bons produits parce qu'en fait, si on arrive avec un produit qui n'est pas efficace, qui est difficile à utiliser, en fait, j'ai presque envie de dire... la cause environnementale, c'est une cause qui nous parle tous, mais elle devient presque anxiogène, puisqu'à un moment, on voit tellement de terreur, d'images horribles, qu'on se dit... il y a des personnes qui ont envie de faire abstraction de ça, et qui se disent, mais moi, ça me perturbe dans mon quotidien, et en fait, ça fait des années qu'on vit de cette manière-là, pourquoi je devrais changer aujourd'hui? C'est pas moi, à ma petite échelle, qui vais réussir à changer les choses. Et donc, il faut, je trouve, avoir un message beaucoup plus positif pour, ce que je disais tout à l'heure, faire l'autre moitié du chemin, qui est d'embarquer les consommateurs et de leur dire... Regarde, on a aujourd'hui des solutions qui existent qui ne vont pas faire changer drastiquement tes habitudes et pour autant, ça va changer drastiquement l'impact qu'on aura sur la planète. Et donc, c'est vraiment cette éducation qu'on doit avoir en tant que marque responsable. Je te rejoins complètement et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'un peu punitif parfois dans la façon dont les marques responsables se présentent. Moi, je pense que pour que ça fonctionne, il faut rendre la transition désirable. Il ne faut pas que ce soit moins, il faut que ce soit mieux. Et ça, c'est un vrai combat, effectivement, dans la façon dont on adresse le marché et dont on arrive à faire percevoir les choses. Enfin, honnêtement, nous, on a complètement changé la façon dont les gens consommaient des fleurs. Parce qu'avant, on achetait sur un catalogue le bouquet B22 qui avait 3 tiges de rose, 2 tiges de lys, un truc bien standardisé, toute l'année le même, etc. Nous, on a dit, chaque bouquet est unique. Faut quand même faut avoir confiance du point de vue du consommateur. Mais en fait, les gens sont ravis et en fait, ils sont prêts à faire ces changements au service, effectivement. Déjà, le produit, en fait, il est mieux. C'est juste qu'on achète différemment. Et en plus, il est vertueux. Donc, effectivement, ça coche les 2 cases. Mais ça demande, en fait, de faire cette espèce de... ce fameux nudge-là, ce shift. Nous, on appelle ça de la redirection écologique. Il faut accepter que ça ne peut pas être à périmètre égal, en fait. Mais c'est pas forcément moins. Enfin, c'est même plutôt pas moins. C'est plutôt mieux.
Et on essaiera de faire attention aux fleurs qu'on achète, effectivement d'être vigilant là-dessus. Juste pour conclure, Justine, les quelques nouveautés qui arrivent de ton côté, ou les produits, on est trop court, 30 secondes, on peut rien annoncer si Si, alors Respire, on a lancé une trentaine de produits, donc on est sur plusieurs catégories. Et je dirais que les catégories cœur à l'avenir, il y a le déodorant qui représente déjà 40% de notre chiffre, puisque l'objectif c'est d'être leader sur le déodorant naturel. On est déjà le deuxième déo naturel le plus vendu en pharmacie, donc c'est une vraie fierté. En seulement un an, on est passé de la 10e place à la 2e place. Donc l'idée c'est d'arriver sur la première place. Et puis les soins du visage, il s'avère que Respire avait déjà lancé une gamme de soins visage avec des crèmes hydratantes, des nettoyants, des démaquillants. Et on va accélérer dans cette direction-là, puisqu'on se rend compte que le marché est à bousculer à ce niveau-là. Voilà, on l'a compris, le marché est à bousculer. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Justine. Merci, Hortense, d'être venue sur ce plateau Feu de Camp. On va maintenant s'intéresser à l'innovation dans le secteur maritime.